Avec Anna de Power Pop Channel, on avait envie d'aborder le sujet des personnages non blancs en animation. Vous avez peut-être vu tourner sur les réseaux sociaux ce cartoon d'Afton Corbin, une storyboardeuse sortie de CalArts et aujourd'hui chez Pixar. Elle y partage son expérience de fan d'animation, notamment japonaise, blessée de constater que les noirs n'y étaient pas ou mal représentés. Pour elle, petite fille afro-américaine, c'était la preuve que personne ne voulait de persos noirs en animation. Par défaut, elle s'est donc mise d'abord à dessiner des persos blancs, considérant que c'était la façon de faire du milieu. Puis elle a pris conscience que si elle-même ne dessinait pas de personnages noirs, qui allait le faire à sa place? Elle dessine maintenant des personnages noirs et ça ne manque pas d'étonner certains collègues. Vous avez peut-être suivi les discussions autour des personnages de Disney. Tiana, première princesse noire, mais qui passe le plus clair du film sous forme de grenouille. Pocahontas, complètement fantasmée et vidée de son importance. Lilo, Moana et la représentation des cultures polynésiennes par des créateurs blancs. Ou alors vous avez vu l'apparition de la 4e Super Nana. Bref, vous savez que l'animation occidentale a un gros travail à faire sur la question de la représentation des personnages non blancs. Sans l'animation japonaise, qui apporte toute une représentation de personnages asiatiques, nos personnages de dessins animés sont le plus souvent blancs. Il n'y a qu'à regarder la programmation de la télé française aujourd'hui. On trouvera Diego et Dora, Elena d'Avalor et Zorro, personnages hispaniques, Docteur la Peluche, du dessin animé éponyme, Yakari, Tao et Zia des Cités d'Or, encore qu'on puisse débattre qu'ils sont secondaires à Esteban, Ladybug, métisse franco-chinoise, ou Tag de Foot de rue, Sally de Sally Bollywood. Ça fait peu de héros par rapport au volume de production. Les persos noirs, par exemple, sont présents, mais bien moins nombreux et surtout pas sur le devant de la scène. Le plus souvent, ce sont des sidekicks et personnages secondaires, les meilleurs amis et faire valoir des héros blancs, comme Harvey de Lassie. Si la série met en avant un groupe de personnages, il n'y en a qu'un, rarement deux, qui ne sont pas blancs. Layla et Moussa, de Wings, Talia, de Lolly Rock, Alex de Totally Spies, Scott des Agents Pop Secrets, Jean de Super 4, Christopher et Samantha de Monster Buster Club, etc. C'est le principe du personnage token, qui est présent comme caution de diversité et dispense de faire un réel effort. Ça donne parfois l'impression du personnage rajouté au dernier moment, quand on s'est aperçu que l'ensemble du casting était quand même gravement blanc. En fait, en animation française, là où nos personnages semblent les plus divers, ce serait presque dans les dessins animés de sport. Bass Up a une équipe de 5 personnages entraînés par Tony Parker, avec un asiatique, un noir, une hispanique et 2 blancs. Foot de rue extrême et Galactic Football ont à peu près la même répartition. Bref, comme si les noirs notamment étaient particulièrement associés au sport et à une culture de rue et de banlieue. Dans d'autres genres, on trouve la diversité dans le collège de Titeuf ou celui de Ladybug. Cette diversité, toute bénéton qu'elle puisse paraître, a au moins le mérite d'exister et de représenter quelque chose de bien réel, mais qui semble oublié par nombre d'autres séries animées. L'autre possibilité de montrer la diversité, c'est de s'aventurer dans l'exotisme et le fantasme. Papyrus, série animée adaptée de la bande dessinée éponyme de Lucien de Guitter, raconte les aventures d'un jeune pêcheur élu des dieux qui doit sauver son pays du maléfique dieu Seth grâce notamment à un sabre magique. Dans Samba et Luc le lièvre, série animée d'Olivier Massart inspirée des contes de Léopold Sédar Senghor, un jeune garçon nommé Samba, élevé par des lions dans la brousse, décide de sauver le village qui le recueille d'une malédiction. Dans les quelques histoires concernant uniquement des personnages noirs, les cultures qui leur sont associées sont toujours vues au travers du prisme des créateurs blancs. Le pire, c'est que dans les discours tenus par à peu près tout le monde, il y a une réelle volonté de promouvoir la diversité. On veut permettre aux enfants de tous horizons de se reconnaître dans leurs héros, de voir leur quotidien reflété, de trouver des modèles qui leur ressemblent dans les dessins animés. Et des choses sont certainement faites dans ce sens. Mais pourquoi est-ce que ça semble si peu et si lent? Et puis même de toute manière, pourquoi est-ce que ce n'est pas une évidence de représenter des personnages divers? Sean Thomas, le créateur de Cannon Busters et Children of Ether, qui a aussi travaillé sur Black Dynamite et Korra, prend très régulièrement la parole sur la représentation des personnages noirs. Pour lui, le manque d'artistes et de producteurs noirs en animation a un double effet négatif. Non seulement on voit moins de personnages noirs, mais en plus ça n'encourage pas d'autres noirs à se diriger vers ce milieu et à devenir créateurs. C'est un cercle vicieux. Pour lui, l'animation a urgemment besoin de modèles parmi ses professionnels, qui puissent inspirer de nouvelles générations à faire carrière. Les inspirer à représenter leurs origines, leurs expériences et à prendre en main cette représentation. Si vous vous souvenez de mes vidéos sur les dessins animés pour filles et ceux pour garçons, je disais qu'un de nos problèmes, c'est que le masculin est perçu comme universel et neutre,
par rapport à un féminin qui serait particulier et segmentant. Dans notre société occidentale, c'est la même chose avec la couleur de peau. Le blanc est perçu comme universel et neutre par rapport aux autres qui seraient particuliers et segmentants. On serait censé tous pouvoir s'identifier à un personnage blanc, tandis qu'un personnage arabe, par exemple, diviserait. Pour le dire autrement, par défaut, un personnage est blanc. Un personnage blanc est un personnage. Un personnage noir est un personnage noir. Ce qui veut dire que le personnage noir sera constamment renvoyé à sa couleur de peau, de même très souvent qu'un personnage féminin est renvoyé à sa féminité. Quand on crée des séries, dans la majorité des cas, sans y penser, les personnages sont créés blancs. Même Afton Corbin, créatrice noire, l'a expérimenté. On est si habitué à avoir des blancs représentés partout qu'on continue dans la lancée. Si on souhaite des personnages arabes, asiatiques, métis, il faut souvent le préciser et l'exiger, au même titre qu'on va exiger qu'ils aient un caractère qui soit comme ci ou comme ça. On n'écrit jamais, dans la présentation d'un personnage, qu'il est blanc, mais s'il est noir, asiatique ou latino, on l'écrit, parce que le blanc est le choix par défaut qui ne se précise pas, alors que les autres sont une particularité qui doit être demandée. Cela amène une couche de problèmes supplémentaires, parce que ça cantonne le peu de personnages non blancs à quelques stéréotypes bien précis. Par exemple, les États-Unis ont très tôt représenté des personnages noirs dans leur création. Malheureusement, la représentation de ces personnages a longtemps laissé à désirer, dans le meilleur des cas. Dans les années 30, il était de bon ton de les montrer aimant la pastèque et craignant les fantômes. Puis, dans les années 40, alors qu'il fallait engager dans la guerre un maximum d'hommes, y compris noirs, on a accepté de les montrer en soldats. Ils avaient toujours les grosses lèvres rouges héritées des minstrel shows et des blackface. Les hommes jouaient de la trompette, et les femmes étaient sexualisées, ou bien des mamies dont seuls les pieds apparaissaient dans Tom and Jerry. On a même publié, en 1928, dans un manuel de dessin How to Draw Funny Pictures, D.C. Matthews, que les gens de couleur sont de bons sujets pour les films d'animation. Ce sont des humoristes nés qui adopteront souvent des attitudes ridicules. Matthews suggère de jouer sur l'amour de l'homme de couleur pour les vêtements voyants, la pastèque, sa peur des fantômes, etc. Aujourd'hui, j'ose penser que les stéréotypes sont beaucoup moins présents et violents qu'avant. N'empêche, il faut presque toujours préciser qu'un personnage soit, par exemple, latino, pour qu'il soit représenté ainsi. Et ensuite, se pose la question des comédiens qui vont donner leur voix aux personnages. C'est rare qu'on prenne soin de caster une personne Daisy pour jouer un personnage Daisy, par exemple. Bref, il existe une réelle méfiance quant au fait d'exiger des personnages non blancs. C'est facilement perçu comme un forcing. Pire, ça peut être perçu comme une forme de racisme. On peut en effet penser que la représentation de la diversité devrait être naturelle et non forcée, car sinon on risque de tomber dans la diversité Benetton, et ce serait mal. Mais si on ne se force pas, on se contente de la facilité, qui dans le cas présent est de faire des persos blancs. Mais peut-être que quand on aura suffisamment forcé, oui, ça sera enfin naturel de représenter la diversité. Si ce n'est pas la décence qui fonctionne le mieux pour forcer la diversité, c'est encore l'argument économique. Quand certains producteurs ont la logique de vendre leurs dessins animés sur un maximum de territoire, la diversité devient un atout. Parce que vous ne voulez pas n'être présent qu'en Europe, disons, mais aussi au Brésil, au Mexique, en Chine. Donc si vous avez des personnages qui peuvent refléter des Brésiliens, des Mexicains, des Chinois, vous êtes davantage susceptible de vendre votre série en de nombreux endroits. Et quand certains diffuseurs très puissants comme Disney sont présents dans le monde entier et veulent toucher toutes les communautés, ça paraît aussi logique de pousser à la diversité. Ça n'a rien de nouveau et rien de typiquement français. Ça se faisait déjà dans les années 30 quand les studios américains se sont rendus compte que leur intérêt était la distribution internationale. Quelque part, finalement, c'est quasiment les dessins animés pour les plus petits qui sont les plus divers. Le fait d'utiliser des personnages d'animaux, de jouets ou de peluches fait peut-être qu'un petit ne projette pas dessus blanc ou noir, ou qu'il y voit ce qu'il veut. C'est bien pratique finalement. Et en matière de représentation, c'est le néant. Mais au-delà de la majorité des productions pour qui la représentation est secondaire ou un argument de vente, il y en a pour qui elle est cruciale et parfois militante et politique. Aux États-Unis, on a des séries d'animation où il n'y a pas de blanc du tout. Prenez Avatar le dernier maître de l'air et prenez Avatar la légende de Korra. Que des cultures d'inspiration chinoise, japonaise, tibétaine et inuit. Prenez Black Dynamite, qui parodie la Blaxploitation. Prenez les Boondocks, des séries avec pratiquement que des personnages noirs et métis, et qui critiquent frontalement des sociétés racistes. Cependant, les personnages non blancs aux États-Unis ne sont pas non plus condamnés à toujours parler de racisme. Prenez The Proud Family, Cool Attitude en français. Prenez Fillmore, où un jeune afro-américain mène l'enquête. Prenez Diego et Dora, deux personnages qui font découvrir le monde et les mots aux enfants. Prenez Docteur la Peluche, qui inspire tant de petites filles à se rêver en médecin. Prenez les réalisations de LaShawn Thomas, et vous trouverez des séries avec pratiquement que des personnages noirs et latinos, dans des univers steampunk,
fantasy, science-fiction, fortement inspiré de l'animation japonaise. Il y a une vraie prise de conscience sur les questions de représentation en animation, qu'elle soit éprise de justice, militante ou plus simplement cynique et intéressée. On voit de plus en plus de personnages divers, mais surtout, on voit de plus en plus de réalisateurs, artistes et producteurs divers. Aux États-Unis, ça a commencé avec des gens comme Frank Braxton et Floyd Norman, considérés comme les premiers animateurs noirs de Disney. Il y a eu aussi Brenda Banks, qui a longtemps travaillé avec Ralph Bakshi, notamment sur Le Seigneur des Anneaux et Wizards. Ils ont ouvert la voie à, aujourd'hui, des créateurs comme LeSean Thomas, dont on a déjà parlé, Sanjay Patel, réalisateur chez Pixar, ou encore Jennifer Yu, co-réalisatrice sur Kung Fu Panda 2 et 3. Mais il n'y a pas que les États-Unis. On a aussi Charmin Obaid Chinoy, réalisatrice pakistanaise du long métrage Sri Bahadur. On a Kurama Alavi et Ayman Jamal, les réalisateurs de Bilal, un long métrage sur un héros arabe, produit à Dubaï. On a Marguerite Aboué, qui a adapté sa BD Aya de Yopougon au cinéma et adapte aujourd'hui Akissi. On a Jean-Michel Kibushi et son studio Malembema au Congo, le Mexicain Jorge Gutiérrez, réalisateur de La Légende de Manolo, et Adrian Molina, réalisateur de Coco. Il y a Adamou Waziri, le créateur de Bino et Fino, Soula Farijazi, une des principales figures de l'animation syrienne. La liste est immense. Il y a eu des victoires pour la représentation et la diversité en général, surtout depuis le début des années 2000. Mais la diversité en animation, quand elle existe, est souvent une affaire pécuniaire en premier lieu, une tactique pour étendre un capital à un maximum de territoires et cultures. Cette diversité a un impact positif, et c'est déjà ça de prix, comme on dit. Mais si le milieu de l'animation lui-même devenait plus divers, et ses artistes plus visibles, la représentation de cultures multiples ne serait plus seulement aux mains d'une partie de la population. Voilà pourquoi on ne peut que vous encourager à vous intéresser aux créateurs que nous avons nommés, et à chercher ceux que nous n'avons pas pu citer. Ils ne sont pas divers seulement par leurs origines, mais aussi par les techniques qu'ils emploient, et par ce qu'ils apportent à l'animation qu'ils aiment et conçoivent de manière différente. On espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines interviews, petits mondes et à voir. Et vous pouvez retrouver Anna sur Power Pop Channel dans son émission Anna et l'anime. Ciao!